Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Alors, nous accueillons aujourd'hui mes amis de la société civile. Je ne veux pas dire les copains de bistrot, parce que ce serait un peu injurieux, même si ça s'appelle le Café du Commerce. Alors, nous avons Georges Cadiou, qui a été ancien, qui a été rédacteur en chef ou grand reporter à Radio Bretonne Ouest. Maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, ici. Ici, oui. Voilà, ici et là-bas. Paul Le Garnic, vous êtes avocat, maire adjoint de Pontivy. Je ne me trompe pas. Mon ami Alain Magon. Donc, Alain, il a une grande carrière de reporter de guerre, ancien rédacteur en chef à Gamma, ancien rédacteur en chef ou directeur de la rédaction de l'agence Sigma. Vous organisez beaucoup d'expositions. La dernière en date, c'était où ? Ça a été au FIGRA, Festival international du grand portage d'actualité, avec une grande exposition. Qui se déroule où ? Avec Olivier Jobard sur le problème des migrants. Et ça se passait où, ce FIGRA ? Au musée de la Chartreuse, dans la ville de Douai. À Douai. Et notre ami, avec qui j'ai organisé des voyages de lecteurs du Télégramme, Jean-Claude Breton, vous avez été directeur de Total en Inde, vous connaissez très bien le sous-continent indien. Vous êtes aujourd'hui président de Armor India. Alors vous êtes tous des retraités aujourd'hui, sauf vous. Non, moi je ne suis pas retraité. Vous êtes encore un avocat actif. Enfin, je m'adresse d'abord aux retraités. Le gouvernement qui ne sait pas comment résoudre son équation budgétaire, qui cherche à faire 40 milliards d'économies, mais il ne les fera jamais parce qu'il n'a pas de courage politique, envisage de supprimer l'abattement des retraités, qui est un abattement de 10%. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Georges ? Cet abattement, effectivement, si on s'en tient au texte, c'était pour frais professionnels. Bon, par définition, les retraités n'en ont pas. Ceci étant, il y a eu un changement de paradigme concernant les retraites, car il y a quelques années, on finançait en fait sa retraite. C'était un salaire différé. C'est comme ça que c'était perçu. Alors, je sais bien que la réalité des choses, c'est qu'on mettait tout au pot commun de façon à avoir une répartition, je dirais, correcte par rapport aux retraités, mais il n'empêche, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de retraités et moins d'actifs, et donc finalement on se retrouve avec une situation de déséquilibre qu'il faudra bien d'une manière ou d'une autre résorber. Alors est-ce que c'est la bonne idée d'aller piquer dans la poche des vieux que nous sommes? Je ne sais pas. Un peu facile. Mais le gouvernement prend, à mon avis, un gros risque, parce que ce sont les vieux qui votent. Et je sais, et il le sait aussi. Oui. Jean-Claude Breton, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative ? Oui, je suis moins compétent peut-être que certains d'entre vous, mais le fait qu'on aille chercher, entre autres, un peu d'argent du côté de gens qui sont soi-disant privilégiés... ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas, c'est la présentation peut-être qui est choquante. C'est que ça, d'ailleurs parce que ça va toucher des gens qui, eux, ne sont pas privilégiés parmi les retraités. Donc il faudrait peut-être appliquer une mesure de ce type, mais pas de cette manière. Il faudrait peut-être la lisser sur les gens, les différents niveaux sociaux. Il y a des gens, des retraités, qui peuvent parfaitement payer quelques dizaines ou même quelques centaines d'euros chaque année, ou plus, oui, bien sûr. Ça ne concerne pas tellement de monde et ce n'est pas si injuste que ça, à la limite. Mais par contre, si on entre dans le détail, je n'ai pas beaucoup réfléchi à moi-même en ce qui me concerne, mais il y a des notions d'aide à la personne qui vont brusquement cesser d'exister ou d'être financées. Donc ça va être le genre de mesure qui va en cascade provoquer des situations. C'est pas encore fait, Alain Magon. Oui. Non, moi je trouve que c'est un peu facile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que le gouvernement puisse avoir une clarification des termes qu'il emploie pour essayer de faire une forme de démagogie qui ne donne pas son nom. Parce que, ok, très bien, nous sommes des retraités, la plupart du temps bénévoles, donc qu'il y ait un effet de solidarité pour aider les classes les plus appauvries, ok, mais qu'en même temps, dans la hiérarchie des urgences, on n'oublie pas les plus aisés, qui d'une certaine manière, eux, pensent à partir vers l'étranger pour essayer de trouver mieux. Paul Le Garnic, est-ce qu'il n'y a pas un problème de capacité à gouverner, à identifier les sources de dépenses inutiles, d'abord ? Alors en fait, pour les retraites, il y a ça représente 45%, je crois, de la dette aujourd'hui, les retraites, ou voilà. le déficit. En fait, je pense que le sujet des retraites, il y a un sujet démographique, vous voyez, sur le plateau,
gens qui travaillent, on est encore en minorité. Bon, bah, c'est ainsi. Il y a plus de retraités qu'avant. Ça, c'est factuel. Non, mais je ne conteste pas. Donc, si vous voulez, il y a un phénomène démographique, mais sur les retraites, le problème principal, ça n'est pas tant l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que c'est le financement lui-même des retraites, qui est un système, je l'ai déjà dit l'autre fois quand on en avait parlé, c'est un système par répartition, qui a été créé par les communistes et les gaullistes après la guerre. Donc, c'est un système où l'argent est socialisé et non pas investi, comme dans les autres pays, et on est le seul pays du monde, je pense, à être 100% en répartition. Et c'est ça qui engloutit des masses d'argent importantes. Donc, je pense que c'est ce système-là. Il est urgent de passer à un peu de capitalisation. Il faut en mettre plus, et il faut avoir plus de liberté aussi pour choisir, comme dans d'autres pays, où est-ce qu'on met son argent. Et je pense que c'est ça qui sera important au niveau des retraites, parce que les volumes sont là, en fait. Et ce sont les dépenses sociales qui créent la socialisation de l'économie en France, plus que l'impôt sur le revenu et l'État. Bon, alors on va pas passer... Il y a déjà une capitalisation, hein. Le système Arco, moi-même, j'en bénéficie. Tous, oui. Le problème, en fait, il me paraît assez simple, c'est que si on changeait complètement de mode de fonctionnement, et si c'était indexé sur la bourse, moi j'ai un copain anglais, c'est indexé sur la City. Eh bien, quand ça tombe, ça tombe. Et les États-Unis, je crois que c'est, comme on dit en Macron, le Mestra, la même chose. Donc c'est quand même un sacré problème. Des États-Unis, et moi je vais vous parler de Donald Trump. Donald Trump finalement a reculé. Il a reculé par rapport à sa volonté de faire démissionner le président de la Réserve fédérale, M. Powell, qui ne voulait pas baisser les taux d'intérêt. Il a reculé à l'égard des Chinois parce qu'il s'est aperçu que malgré tout, il y a beaucoup d'obligations d'État américaines qui sont détenues par les Chinois. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce d'oscillation permanente du président de la première puissance mondiale? C'est terrible dans la mesure où il met en cause tout ce qui a été dans la géopolitique la plus capitale depuis la Seconde Guerre mondiale, des alliances qui pour l'heure présentaient un certain intérêt, ne serait-ce que pour l'Europe. Et donc, à partir du moment où il n'arrête pas de faire du yo-yo en changeant de presque toutes les 24 heures d'opinion, c'est une déstabilisation complète et qui souligne, à mon avis... Avec un risque de crise financière. De crise financière évidente, mais surtout avec quelque chose aussi qui, pour l'Europe, ne doit pas être manqué, c'est que l'Europe doit trouver là l'opportunité d'exister vraiment, tant sur le plan de la défense que sur le plan économique. Et si l'Europe n'existe pas et ne fait pas de cette opportunité l'occasion effectivement de se constituer en force vraiment incontournable, ce sera un échec supplémentaire. Paul Le Garnic, la marche est assez haute quand même pour l'Europe. Pour l'instant, on n'a pas tellement répondu aux mesures de rétorsion de l'administration américaine. Sur la défense, je dirais pas que tout reste à faire, mais on sent quand même que c'est pas quelques manœuvres sur la ligne de front qui vont changer la donne. C'est quand même entre les États-Unis et la Russie que ça se décide pour l'Ukraine. La raison principale pour laquelle les États-Unis sont une grande puissance, c'est un sujet d'économie. C'est une puissance économique qui est prospère, qui crée de la richesse, et donc qui peut avoir des industries, qui peut avoir des moyens militaires, des moyens scientifiques. Et aujourd'hui, c'est par là que l'Europe doit commencer, à mon avis, si elle veut retrouver un rôle de puissance, ou alors elle reste dans les marges du monde et ne compte plus. Mais ce serait tout à fait délétère. Et quant à Trump, effectivement, on a du mal à savoir s'il a un plan très coordonné pour changer l'économie américaine et que c'est très pensé, ou si c'est juste un peu coup par coup. Et je pense que cette deuxième option est la plus probable, malheureusement. Ça semble très peu coordonné. Il y avait un éditorial de Laurent Geoffrin qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de foutriqué là, totalement incompétent, qui méconnaît les règles élémentaires de l'économie et qui est en train de risquer de foutre tout le système par terre ». Comment vous vivez ça? Un peu comme ce qui vient d'être dit là, mais je trouve malheureux que l'Europe ne se soit pas faite sous une forme fédérale beaucoup plus tôt. Je ne sais pas quel âge ont mes amis là, mais moi je suis un enfant d'avant la fin de la guerre, et jeune ado, on nous demandait d'avoir des correspondants allemands. Ce que j'ai fait. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc on était très content d'avoir une lettre en allemand ou une lettre en français. Par là. Voilà. Et ensuite, l'Europe ne s'est pas faite. Pour nous, à cette époque, jeunes ados, une Europe fédérale, ça ne posait aucun problème. Et j'avais un oncle qui, pour l'époque, était bachelier, donc très instruit, et qui me disait « Jean-Claude, on ne va quand même pas travailler avec les Boches dans les années 50-60. » Et ça, c'est fait. Et c'est trop tard, parce que, en plus, il se trouve que je suis peut-être un peu plus européen que beaucoup de gens dans la région,
Non, mais il y a quand même eu une construction pas fédérale, mais il y a quand même eu une Union européenne, une Union économique et monétaire. Il fallait le faire fédéral. Comment l'Inde s'est-elle faite? Elle aurait pu très bien être une espèce d'État général. Un pays. Mais ils se sont fait en fédération dès le début. C'était un miracle, c'est absolument un miracle quand on réfléchit. L'Inde n'aurait jamais dû exister. En 47 En 47, oui. C'est le génie des pères fondateurs qu'on ne connaît pas bien en France, qui ont réussi, sur des bases linguistiques, plus ou moins ethniques, à créer un État qui n'existait pas. Alors il y a beaucoup de capitaux qui affluent en Inde maintenant, parce qu'il y a ce qu'on appelle le de-risking lié à la situation géopolitique, notamment la Chine. Oui, mais et est-ce que nous avons, on se targue d'un partenariat stratégique avec l'Inde? Emmanuel Macron y est allé il y a peu de temps. C'est très curieux. Est-ce qu'on a des choses à faire avec l'Inde? Oui, enfin il y a, mais il y aurait déjà dû y avoir à le faire, parce que quand le partenariat stratégique, comme il s'appelle d'ailleurs, entre la France et l'Inde, qui date de 25 ans, 26 ans même, il avait été qui ça au départ? Comment? Qui l'a signé au départ? C'est Chirac et... Quand j'étais à Bombay, moi j'ai vécu là-bas, j'étais à Bombay quand Chirac, en 1999, est venu, entre autres pour signer ce partenariat stratégique, qui est toujours viable et qui a été énormément apprécié par les Indiens, qui continuent d'ailleurs à fonctionner. Les Indiens aiment bien la France. Oui, ils sont francophiles. C'est au niveau des élites. Hein. Voilà, au niveau politique et on va dire même de l'armée. C'est-à-dire que les visions stratégiques des deux pays, même des différences de taille énormes, sont très semblables. Cette sorte d'autonomie stratégique, de souveraineté est partagée par ces deux pays. Et la France a été la première à ne pas critiquer l'Inde quand elle a fait son premier essai nucléaire. Elle n'a pas signé le traité de non-prolifération. Et néanmoins, personne n'imagine que l'Inde se lance dans une aventure hégémonique. Bien sûr que non. Donc... Est-ce que la situation actuelle peut favoriser l'intégration européenne, à votre avis, Jean? Il se trouve que l'Europe, elle est quand même très divisée. Oui. Je crois que Kissinger disait... donnez-moi combien de divisions? Oui. Ah, mais donnez-moi le téléphone. Donnez-moi le numéro de téléphone. Oui. Combien de divisions? C'est Staline par rapport au pape. C'est pas tout à fait le même côté de l'Europe. Et c'est vrai, regardez l'Europe, elle est très divisée. Effectivement, il fallait en faire une fédération, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le mouvement. Aujourd'hui, avec les régimes illibéraux, c'est pas la tendance. C'est pas possible. Entre la Hongrie et la France, il y a quand même pas mal de différences. Il y a quelque chose qui est quand même important, pardon, pour... Les Polonais, qu'est-ce qu'ils veulent être? Le 51e État des États-Unis. Et ils sont peut-être pas les seuls, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui ne sont pas des possibilités d'unification européenne. Il y a quelqu'un que vous connaissez sûrement, Sylvie Goulard, a écrit... Députée. Ancienne députée. Ancienne députée européenne, compétente. Ancienne ministre d'ailleurs. Oui, compétente sur ces questions. Elle a écrit, donc au moment de la dernière élection européenne, un bouquin qui s'appelle « Tant l'Europe enfla qu'à la fin elle creva ». J'ai été très étonné qu'on ne l'ait pas vu sur les plateaux télé, où tout le monde pense la même chose, à part quand vous y êtes, vous, Hubert, bien sûr, mais tout le monde pense... Ne soyez pas trop gentil avec moi. Si, tout le monde pense la même chose, vous le savez, sur l'Ukraine, sur Gaza, sur même la situation dans le pays bigoudin, tout le monde pense, même Estra, comme on dit, la même chose. Il y a quand même Eh bien, Sylvie Goulard disait que l'Europe, en gros, et elle est très européenne, on ne peut pas lui dénier cette qualité, que l'Europe ne peut pas fonctionner à 35 avec les pays de l'ex-soviétique. C'est pas possible. J'étais à Bruxelles, là, passé quelques jours, j'ai été quand même assez impressionné de voir la puissance du groupe Les Patriotes, qui est monté en puissance. Et on a beaucoup d'élus régionaux du RN qui sont maintenant à Bruxelles et qui font du boulot. Et il y a une montée des régimes illibéraux, que ce soit l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie. Et alors la Pologne est revenue dans le bon chemin, mais malgré tout... Parce qu'au départ, moi je me suis, du fait de la tension que nous vivons, à l'heure actuelle, la tension géopolitique que nous vivons, je me suis plongé un peu dans l'histoire. Et parce que j'avais été très touché quand on allait dans les lagers, dans Jugendherlager en Allemagne, pour nous faire passer sur, disons, le dépit de la guerre entre les Allemands et nous. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été très sensible au discours de Gaulle, qui avait à un moment donné envisagé la communauté européenne de défense, qu'il a récusé ensuite pour répondre aux réflexes nationalistes des uns et des autres. Et je veux dire, cette Europe-là, elle a mis du temps à accoucher de son unité aujourd'hui qui semble de plus en plus concrète. Celui qui, à mon sens, est étonnant,
étonnant d'ailleurs, parce qu'il n'était qu'un bel intellectuel digne de son père, c'est Raphaël Glucksmann, qui l'autre jour a parlé avec conviction de la nécessité de militer vraiment pour une Europe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand vous voyez le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui dit nous voulons faire la paix, nous les Russes, avec les Américains, il n'y a que vous les Européens qui voulez faire la guerre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, bah de toute façon, vous savez ce que disait Clémenceau, c'est-à-dire qu'on ne ment jamais tant que, alors je crois me souvenir, c'est avant l'amour, pendant la guerre et après la chasse. Bon, bah voilà, donc pendant que c'est la guerre, effectivement, et ben les diplomates racontent un peu leur sauce, c'est de bonne guerre, j'allais dire, tout le monde fait pareil dans tous les camps, donc je pense pas que ce soit ça qui soit très intéressant maintenant. Il y a un conflit, non pas au port de l'Europe, mais en Europe, donc en Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine, donc effectivement, s'il y a la paix, ce sera forcément pour, par définition, araser des antagonismes, essayer de trouver la solution la moins pire possible. Enfin, là, les Ukrainiens ne sont pas déterminés à se laisser faire. Là. Vous avez vu sur la Crimée, ça bloque complètement. Je comprends bien que la Crimée ce soit un point de blocage, puisque c'est un conflit de territoire, mais il n'y aura pas de paix par définition s'il n'y a pas un accord. Et c'est ça qui est assez terrible en réalité, c'est que pour l'instant, la guerre continue. Et la trêve qu'on a vue on a vu l'autre jour, la trêve, c'est la trêve de Pâques promise par Poutine était une foutaise. Comment alors, l'Inde a été un pays traditionnellement aligné sur Moscou, et puis ensuite a pris son autonomie. Et aujourd'hui c'est devenu une telle puissance, c'est le premier pays au monde en population. Ils laissent venir à eux, ça devient un pôle d'attraction. L'Inde a été effectivement, il y a longtemps, le leader des non-alignés, comme on disait, hein, c'était la troisième. Bandung en 55. Oui. Conférence de Bandung, Bandung, oui, Indonésie. Avec Nehru, qui était le plus européen. Il était également. Voilà, mais c'est fini. Maintenant, l'Inde n'est plus non-alignée, l'Inde est, on va dire, multi-alignée, c'est-à-dire que tous les pays sont des partenaires potentiels suivant leur intérêt, donc Make India Great Again, hein, c'est à peu près. Et c'est pour ça que... Ça va avec Trump, Modi. Pas trop, mais il fait comme si. En ce moment, Modi, il est un peu embêté. D'ailleurs, je voulais signaler, tout le monde maintenant connaît le nom du Premier ministre indien. Il y a 10 ans, 15 ans, personne ne le savait. Hein. Il a porté son pays à l'image de son pays à l'international. C'est important parce qu'une bonne partie des gens qui votent pour lui ne partagent pas forcément son style et ses idées. Mais il dit... Parce qu'il est très nationaliste. Il est nationaliste, pas pire que d'autres. Hein. Finalement, l'Inde, en ce moment, est plus démocratique que les États-Unis. Hein. Si on suit ce qui se passe au jour le jour, en lisant la presse indienne en anglais, je ne sais pas si vous n'avez pas le temps de le faire, mais... Vous aussi. Comment? Oui, c'est un peu... c'est passionnant. Non, je vous assure que la presse indienne en langue anglaise, qui représente, bien sûr, c'est une élite instruite qui peut la lire, mais ça représente beaucoup de monde. Et la qualité... à part les nouvelles locales, la qualité des éditoriaux, vraiment vaut tout à fait celle. Enfin, c'est la Times of India. Non, le Indian Express, ils sont plus. Bien sûr, la liberté d'expression est un peu gênée en Inde, c'est ce qu'on dit, mais ils se débrouillent bien. C'est fascinant de voir d'ailleurs comment ce pays a réussi à travers la décentralisation des États, les castes, les religions. À tenir des équilibres finalement. Ça pourrait être le chaos. Oui, pour répondre quand même à votre question, la Russie reste un allié obligatoire. C'est-à-dire qu'ils voudraient bien, ils le font d'ailleurs, hein, et peu à peu, ils se débarrassent un petit peu, enfin ils changent de matériel, de fournisseurs d'équipements, mais ils ne peuvent pas encore complètement le faire. Donc c'est pour ça que dans les votes à l'ONU, ils se gardent bien de voter contre la Russie, ou ils restent neutres, quoi. C'est une attitude politique uniquement. Mais maintenant, ils s'ouvrent à d'autres partenariats, comme la France d'ailleurs, hein, bien sûr, et ils voudraient bien le faire avec l'Europe, ce qui n'a pas pu se faire depuis quasiment 20 ans. Et l'Europe maintenant... Quand j'y étais, il y avait une délégation conduite par Mme van der Leyen. Oui, mais malheureusement, il fallait le faire avant, mais de deux côtés, les torts sont partagés. Il fallait faire avant, c'est comme ça. Il fallait le faire mieux avant, mais les torts sont partagés. Les Indiens ont été toujours partisans de droits de douane très élevés. On leur a reproché des dizaines de fois, je m'en souviens moi-même là-bas, et maintenant ils font des efforts, mais ils le font d'abord avec les États-Unis, parce que leur partenaire principal, ça reste quand même les États-Unis, pour différentes choses dans leurs exportations, notamment les médicaments.
Puisque nous sommes dans l'international, on va peut-être laisser Alain pousser un cri en faveur des femmes afghanes, parce que leur sort depuis le retour des talibans était effroyable. Oui, c'est vrai. Vous y êtes allé souvent dans ce pays. Oui, j'aimais beaucoup. Oui, je connais beaucoup, puisque j'ai vécu, si je puis dire, l'occupation soviétique, qui était d'une barbarie totale, à l'image de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est-à-dire que la guerre d'occupation que les Moudjahidines, qui à l'époque n'avaient rien à voir avec aujourd'hui ce qu'on peut qualifier d'islamistes, ils avaient simplement la conviction qu'ils faisaient qu'exercer leur droit de citoyen afghan pour préserver effectivement l'entité nationale. Aujourd'hui, il y a 2 millions de filles, plus de 2 millions de filles qui sont interdites d'école et d'emploi. C'est quand même complètement fou ce pays, dans la mesure où les talibans ont instauré depuis leur retour une forme de haine et de stupeur, si je puis dire, à l'égard de la plupart. Il y a une femme, je m'excuse, tu n'aimes pas beaucoup les déclarations, je l'avais noté parce que dans mes lectures préalables, il y a une femme qui disait ceci très simplement, elle dit « Aujourd'hui, moi j'ai toujours, depuis petite fille, on a grandi avec la terreur des talibans. Depuis des décennies, la peur du taliban coule dans notre sang. Et là, d'un seul coup, devant nos yeux, ils sont tout puissants. Et ça entraîne des choses qui sont gravissimes, parce que l'Europe, aujourd'hui, ne fait pas l'effort nécessaire. À chaque fois qu'on veut parler de l'Afghanistan, il y a toujours une forme de hiérarchie médiatique dans l'urgence, qui fait qu'on va parler de la Syrie, on va parler de ceci, cela, etc. Mais la situation, c'est la famine et la stupeur et la fureur. Et c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser mourir toute une population sous prétexte qu'elles sont des femmes et qu'elles sont exclues, je veux dire, de la société du monde aujourd'hui. Et le repli, je ne sais pas, enfin, répond qui veut, mais le repli américain n'a pas été glorieux. C'est tout de même, je pense, c'est un peu la fin ou le dernier épisode de quelque part du fardeau de l'homme blanc, parce que historiquement, l'Europe s'est donnée pour mission d'apporter ses valeurs, sa civilisation, ce qu'elle pensait fondamental, comme par exemple une relative égalité entre les hommes et les femmes, partout dans le monde. Et on est un peu surpris, nous, puisque ce n'est pas notre univers mental, que 20 ans d'occupation américaine, en fait, occidentale, ne l'ait pas imposée. Pas plus qu'ils ont réussi à exporter la démocratie au Moyen-Orient sous George Bush. Et quelque part, c'est le combat presque national, c'est-à-dire d'indépendance vis-à-vis d'une puissance étrangère qui a pris le pas, puisque les talibans sont revenus au pouvoir. Alors probablement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, mais ils ont semblé préférer, en tout cas, le départ des troupes américaines. Oui, avec la complicité des Américains. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et peut-être que vous avez vu sur France 2 le film Kaboul, là, c'était extraordinaire. La série, parce que Jean-Pierre Perrin, grand porteur à Libération, l'avait dit dans un livre remarquable, l'incontournable défaite des Américains, qui ont laissé tout le matériel militaire, qui était le plus sophistiqué qui soit. Et c'est grâce à entre autres, à ce matériel militaire, qu'ils ont pu balayer l'armée afghane, puisque les Américains, bien sûr, ont déguerpi et ont laissé, si je puis dire, une autoroute aux talibans. Ils ont fait la même chose au Vietnam. Dans ce regain nationaliste, hein, oui. de Varsovie à Rome, en passant par Budapest jusqu'à Kaboul, bon, c'est pas tout à fait le nationalisme, mais quand même, et la construction européenne le fédéralisme européen a peu de chances d'advenir. Actuellement, oui. C'est vrai. Et en même temps, pour revenir à notre ami Trump, je ne sais pas si je mets des guillemets ou pas, mais disons, c'est quand même le président de la première puissance mondiale. Je crois qu'il pense déjà quelque part, ou en tout cas son entourage, à la grande guerre que connaîtra ce siècle. Nous, on ne verra pas, peut-être, sans doute pas, entre les États-Unis, l'Amérique et la Chine. Et j'ai l'impression que la Chine, et j'ai l'impression que la Chine vient de gagner la première manche, ou le match d'ouverture pour parler sport. Il est apparu. Voilà. Il est apparu comme un tigre de papier finalement. Oui, et pas la Chine. Oui, non, je vous laisse pas. Allez-y. J'aurais voulu, s'il y a une seconde, parler de l'Afghanistan. C'est un pays qui probablement est à l'origine ensuite de mon voyage en Inde et de mon séjour en Inde.
par hasard. L'Afghanistan, j'y suis allé peut-être avant vous en 75. Oui, C'était encore du temps de Daoud. Moi, je suis allé la première fois en 79. Oui. Après que le roi Zahir Shah ait été... Bon, et Daoud était pro-communiste, pro-russe, mais on ne le savait pas trop. C'est l'époque où il n'y avait pas de tchadri de femmes voilées à Kaboul. Très peu dans les campagnes, pas du tout. Il y avait des trolleybus à Kaboul. Et j'ai retrouvé ces épaves de trolleybus en 2003. Quand j'y suis retourné, quand les talibans étaient partis, les Américains étaient là. Et on a fait une grosse erreur, les Français, avec Massoud, quand on ne l'a pas soutenu quelques jours avant les attentats du 11 septembre. C'est une énorme erreur. Et puis, en 75, j'avais rencontré à Paris une princesse royale. C'était l'Afghanistan, il y avait le lycée français. Les intellectuels afghans étaient des gens remarquables. C'est eux qui parlaient le mieux le persan. Bien sûr. Voilà. Alors, ce qu'il est devenu, ce pays, c'est un crève-cœur, quoi. Ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'aujourd'hui, le fils Massoud n'est pas à la hauteur de son père. C'est tout. Paul, un mot pour clore cette fresque géopolitique. Pour que l'Occident recule. Je crois que je vais redire. Il y a une volonté de pivot asiatique des États-Unis, mais. Je vais redire ce que j'ai dit, c'est que quand j'étais en classe, le professeur de géopolitique nous disait la puissance, c'est avant tout le hard power, c'est-à-dire il faut une population en croissance, il faut une économie solide, il faut des capacités militaires, des capacités intellectuelles, scientifiques, et c'est ça la base. Et c'est si l'Europe recule là-dedans qu'elle ne pourra plus avoir des prétentions au-dessus de ses moyens. Donc je pense qu'il faut repartir du basique si on veut pouvoir peser. Voilà. Tout le monde est d'accord là-dessus? Moi, je peux permettre... Juste un mot parce que la mission est terminée. Un mot, c'est simplement aujourd'hui, il se passe dans des municipalités, les maires qui prennent des décisions de donner une salle pour faire des galas de soutien au profit des femmes afghanes. C'est quelque chose qui les aide, c'est le seul moyen qu'elles ont de récupérer un peu d'argent. Très bien, eh bien pensons à elles et puis soyons attentifs à l'évolution de la situation. Merci messieurs, passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur TBO et TV Sud.